Comment trouver des clients au forfait pour les profils développeurs et data? Aujourd'hui, on va voir comment choisir son positionnement et pourquoi est-ce qu'il faut en choisir un. Comment trouver les bonnes personnes à contacter, et je vais même vous donner des listes d'outils que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont très peu connus. Quelle est la séquence de messages à envoyer? On va voir des scripts que vous allez pouvoir copier-coller littéralement. Comment mener un appel découverte? Je vais vous donner aussi des questions à poser en appel découverte que malheureusement l'écrasante majorité des freelances ignorent, surtout dans l'IT, et ça vous fait perdre beaucoup de clients. Comment et combien facturer? Là, je vais vous sortir une énorme pépite en matière de modèle de facturation qui peut vraiment faire exploser vos revenus. Il y a très peu de freelances qui connaissent ce modèle de facturation-là. Je vous invite vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, premier point, comment choisir son positionnement et pourquoi? Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de lister les anciens projets sur lesquels vous êtes intervenu. Est-ce qu'il y a de la récurrence sur le type de projet? Par exemple, des CRM, par exemple des intranets, par exemple des dashboards, etc. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité aussi qui ressort? BTP, industrie, start-up dans, je sais pas moi, l'e-santé, etc., etc. Ensuite, en matière de taille d'entreprise, est-ce que vous identifiez une récurrence aussi? Est-ce que c'est plutôt les très petites entreprises, les PME, les ETI, les grands groupes? Idéalement, et en général, je vous le dis tout de suite, on est plutôt de l'ordre des TPE-PME. Ensuite, est-ce que aujourd'hui, peut-être, vous disposez de connaissances métiers approfondies dans un domaine? Peut-être que, je ne sais pas moi, dans votre famille, vous êtes né dans un environnement où votre papa était boulanger. Du coup, le secteur de la boulangerie, vous le connaissez parfaitement, donc vous allez pouvoir développer un logiciel pour les boulangers. Je vous prends un exemple comme ça. Ensuite, on va se poser 4 questions. Elles sont importantes, ces questions. Écoutez bien. Est-ce que les décideurs et prescripteurs de la solution que je peux développer ou que j'ai développée auparavant sont facilement contactables? Est-ce que je peux les trouver facilement? Je ne sais pas si ça se dit contactable d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Est-ce que je peux trouver leur email, leur profil LinkedIn, une base de données, faire de la pub ciblée, etc. Un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, peu importe. Est-ce que ces gens-là, ce type de client-là, il a un problème qui est douloureux? Est-ce que ça impacte financièrement son entreprise? Est-ce que le secteur d'activité dans lequel évolue ma cible client est en croissance? Et est-ce que la cible client a de l'argent? Ça, c'est les 4 curseurs qu'on va devoir regarder justement, ces questions à se poser par rapport à votre cible client pour savoir si c'est une bonne cible ou pas. Ensuite, moi, je vous invite vraiment à choisir cette verticale, choisir cette cible client. Alors oui, choisir, c'est renoncer. Et je sais que ça ne va pas plaire à certains d'entre vous. L'idée, ce n'est pas de s'enfermer à vie dans une case et dans une cible client. L'idée, c'est de tester une verticale et de voir si ça mord et si ça donne des choses intéressantes. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de vouloir servir tout le monde, car votre discours sur LinkedIn, dans votre contenu, dans vos études de cas, doit s'adresser à une cible précise si vous voulez avoir des résultats. Surtout en matière de prospection, on va voir des stratégies. Si vous n'avez pas une cible précise, je vous le dis tout de suite, vous êtes mort. Vous pouvez arrêter la vidéo, vous pouvez rentrer chez vous, fermer la société, etc. Vous êtes très mal parti parce que vous allez justement être en concurrence, surtout par rapport au prix. Bon, j'anticipe un peu mon discours. Un mauvais discours, par exemple, à tenir, c'est « je fais des applications web sur mesure pour les entreprises qui veulent se digitaliser ». C'est trop générique, c'est trop général. Un bon discours, ça pourrait être « j'accompagne les TPE, PME du BTP à mettre en place des dashboards pour suivre les métriques clés de leur entreprise ». Vous voyez, là, tout de suite, c'est clair. Je suis dirigeant d'une TPE, PME dans le BTP, je réponds à ce genre de mail. En tout cas, je réponds plus probablement qu'un email comme ça, très probablement. Parce qu'on veut renvoyer vraiment ce qu'il propose, c'est fait pour moi. Je me sens concerné. En tant que généraliste, vous allez avoir beaucoup trop de concurrence et si vous voulez vous démarquer par la valeur que vous allez apporter à votre client, ça passe aussi et surtout par la connaissance du métier de votre client. Sinon, le seul point de différenciation que vous aurez, c'est le prix et croyez-moi, vous ne voulez pas être en compétition sur le prix. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc posez-vous ces questions, posez-vous sur le papier. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez accéder à ce Google Doc, je vous envoie le PDF. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, Lilian Alvarez. Vous devriez me trouver facilement. J'ai plus de 18 000 abonnés sur LinkedIn. Comment trouver les personnes à contacter? Alors, si vos clients sont sur LinkedIn, il y a un super outil, ça s'appelle Sales Navigator. Sales Navigator, ça va vous aider à trouver les bons interlocuteurs au sein des entreprises car les données sont très à jour puisque c'est LinkedIn, c'est une des meilleures bases de données. Si tant est que vos clients soient sur LinkedIn, évidemment. L'avantage aussi de Sales Navigator, c'est que vous allez pouvoir y mettre des signaux comme la liste des entreprises d'un secteur précis dont l'équipe de vente est en croissance de 100% sur la dernière année. Ça, c'est tout à fait possible de le mettre en place sur SalesNav. Maintenant, il existe aussi des bases de données de mails, de profil LinkedIn plus ou moins à jour que vous pouvez aussi acheter. Il existe aussi des outils comme BuildWiz ou Webalizer
qui permettent de récupérer par exemple toutes les entreprises en France qui utilisent une techno précise, ou une librairie précise, ou un outil précis sur leur site. Je vous le dis tout de suite, c'est pas très fiable au niveau des techno back-end, hein. C'est plutôt front-end que ça marche. À partir de ces noms d'entreprise, vous allez pouvoir trouver des contacts sur LinkedIn. Il y a pas mal d'outils qui permettent de simplifier ce processus et de garantir la qualité des gens que vous allez contacter. Si vous voulez notre aide à ce sujet-là, sachez qu'on a creusé énormément ce sujet-là. Moi, j'ai embauché plein d'experts en prospection. C'est un sujet sur continuellement, je me mets à jour et je paie des experts pour ça, des agences qui font que ça tout le temps. Et on accompagne justement sur ces sujets-là nos clients. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil dans le lien en description pour réserver un appel découverte et voir vos scénarios et si on est en capacité de vous aider. Ensuite, quelles sont les séquences de messages qu'on va pouvoir envoyer? Je vais vous donner des exemples. Évidemment, vous pouvez faire mieux, vous pouvez trouver des choses, etc. C'est vraiment des exemples concrets pour vous aider à vous projeter un petit peu dans le processus de prospection. Donc, vous pouvez pitcher directement vos services. Bonjour, Monsieur Dupont, j'ai vu sur LinkedIn que votre équipe de vente avait connu une forte croissance cette année. Là, ce qui est puissant, c'est on va aller chercher le directeur, par exemple, marketing ou le directeur de vente, le directeur commercial d'une entreprise dont on a identifié via Sales Navigator que l'équipe de vente était en croissance. Je vous contacte car j'accompagne les PME du BTP. Donc là, encore une fois, on va bien viser une entreprise du secteur du BTP, on ne choisit pas n'importe qui. Et PME, on va cibler la taille de la boîte. À mettre en place un CRM pour faire gagner du temps sur, à vos équipes commerciales plutôt. Faire gagner du temps à vos équipes commerciales. En premier lieu, je réalise généralement un audit gratuit. Voici comment il se déroule. Analyse des tâches manuelles faites par vos équipes commerciales, présentation des solutions possibles pour automatiser certaines tâches, estimation totale du temps gagné. Souhaiteriez-vous en savoir plus? Vous voyez, c'est très simple. Le message, il est bien segmenté. La proposition de valeur, elle est claire. On propose un audit gratuit, qui est une approche que je vais creuser juste après. Qu'est-ce qu'on dit au téléphone? Je vais en parler juste après. Souhaiteriez-vous en savoir plus? On appelle ça un appel à l'action relativement soft. On ne propose pas un rendez-vous tout de suite parce que c'est très engageant. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus? Et on laisse notre numéro de téléphone, comme ça, si la personne est intéressée, boum, elle peut nous appeler tout de suite. On évite les liens Calendly dans les messages comme ça parce que ça diminue la délivrabilité. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, une étude de cas, c'est aussi une approche que j'ai vue de plus en plus populaire. Moi, j'ai discuté avec un dirigeant d'agence web qui me disait qu'ils utilisaient cette approche-là. C'est beaucoup moins vendeur, c'est une approche moins frontale au niveau de la vente et ça met plus de temps en général à convertir, mais au moins on a des clients qui viennent nous voir et qui sont informés de nos services. Donc bonjour Monsieur Dupont par exemple, j'ai vu que vous occupiez un poste de direction chez ABC Industries, j'ai choisi un nom au hasard évidemment, hein, vous l'avez compris, je fais des faux noms. Je vous contacte car j'accompagne les PME de l'industrie à augmenter la productivité de leurs usines grâce à des solutions informatiques. J'ai récemment travaillé avec l'entreprise XYZ. J'ai augmenté de 50% la productivité des opérateurs au sein de leur usine de fabrication de bouchons. J'ai réalisé une étude de cas qui détaille la démarche. Voulez-vous que je vous la partage? Tout simplement. La personne nous dit oui, on lui envoie le lien et ensuite on engage la conversation, on creuse et on lui propose éventuellement un rendez-vous. La technique du décideur. Alors, bonjour Monsieur Dupont, j'ai vu que vous occupiez le poste de direction chez ABC Industries. Je vous contacte car j'accompagne les PME de l'industrie à augmenter la productivité de leurs usines grâce à des solutions informatiques. Puis-je vous demander si c'est vous qui êtes en charge de ces sujets ou bien est-ce votre collègue Paul Dubois? Et Paul Dubois, évidemment, on va l'identifier sur LinkedIn et on va aller trouver ce contact. Et ensuite, je signe. Donc vous voyez, je ne rentre pas dans le détail de mon profil, mais là, je vais dans la signature le détailler un peu plus. Bonjour, cordialement, Lilian Alvarez, numéro de téléphone, développeur informatique, 10 ans d'expérience dans l'industrie, référence, et je mets des noms d'entreprises dans l'industrie, idéalement, avec lesquelles j'ai collaboré. Donc voici un certain nombre d'approches qu'on peut avoir sur la prospection. Il y en a plein d'autres, évidemment. Moi, j'en propose plein. J'essaie de travailler sur des séquences sur mesure avec mes clients. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, réservez un appel. Maintenant, justement, en parlant d'appel découverte, comment conduire ce rendez-vous avec vos clients? Alors, je vais vous donner un petit script, libre à vous évidemment de le modifier, de l'adapter en fonction de votre situation, de ce que vous vendez, etc. C'est une trame générique, on est d'accord. Donc, vous retrouvez face à Gérard, directeur, on va dire, d'une PME, directeur commercial d'une PME. Bonjour Gérard. Alors, de ce que j'ai compris, vous êtes aujourd'hui directeur commercial de ABC Industries, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, ok. Mais écoutez, avant de rentrer un petit peu plus en détail de votre situation, j'imagine qu'en tant que directeur commercial, vous devez être particulièrement occupé. Puis-je vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ma proposition de rendez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez vu qui a particulièrement retenu votre attention?
là, vous allez avoir généralement deux types de réponses. Vous allez avoir la réponse du genre « Ah oui, en fait, il se trouve qu'on a un projet aujourd'hui de développement logiciel, du coup c'est un sujet urgent pour nous, on a déjà contacté X entreprises, etc. » Donc il y a une vraie intention finalement derrière la prise de rendez-vous parce que vous l'avez pris au bon moment. C'est possible, ou quelque chose qu'il a vu dans votre profil, etc., qui a retenu son attention, ou bien alors, il n'y a pas forcément quelque chose de précis, et à ce moment-là, il va vous dire « Oh ben non, c'était par curiosité. » Vous insistez pas, vous passez à la suite. Ok. S'il y a quelque chose qui a retenu son attention, demandez pourquoi. Oui, j'ai vu dans ton profil que tu avais travaillé chez XYZ Industrie. Et ça a retenu mon attention. Ah oui, est-ce que je peux demander pourquoi ça a retenu votre attention exactement? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai travaillé là-bas aussi pendant 10 ans. Ah d'accord, et j'ai connu un tel avec qui tu as travaillé, j'ai vu, il t'a fait une recommandation sur ton profil LinkedIn, j'ai trouvé dithyrambique et je me disais qu'il fallait absolument que je te rencontre parce qu'il y a probablement quelque chose qu'on a à faire tous les deux. Et là, vous voyez, la suite du rendez-vous, elle se fait pas du tout pareil. Parce que peut-être que le script que vous avez, il va s'alterner, il va se changer, surtout si vous parle d'un besoin urgent qu'il a tout de suite. Ok, je comprends mieux. L'objectif de notre appel, il est assez basique. L'idée, c'est que j'en sache un petit peu plus sur les systèmes que vous avez mis en place ainsi que vos objectifs actuels, pour voir si en fonction de la marche à franchir, je suis en capacité de vous être utile ou non. Et si c'est le cas, de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un éventuel audit de vos systèmes actuels. Est-ce que ça vous conviendrait ? Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les phénomènes psychologiques qui se jouent dans la manière dont je pose cette question, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Je continue. Maintenant, on rentre dans la phase de découverte. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui comme solution pour faire X, Y, Z, pour résoudre tel problème? Depuis combien de temps utilisez-vous ces solutions? Est-ce que vous aimez ces solutions? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette solution? D'où vient le problème selon vous? Qu'est-ce qui vous amène à penser que ce n'est pas suffisant? Pourquoi est-ce que vous aimeriez changer X, Y, Z? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de changer X, Y, Z maintenant? Parce que, vous voyez là, il faut creuser, il faut faire parler votre prospect pour comprendre vraiment son besoin. Il y a une phrase en vente qu'on répète souvent, c'est « Un client, il n'achète pas lorsqu'il a compris ce que vous avez à lui vendre, mais lorsqu'il sent qu'il a été compris. » Et ça, c'est une erreur que j'ai fait à maintes reprises. Si vous ne montrez pas que vous avez compris au client, et pour pouvoir lui montrer que vous l'avez compris réellement, il va falloir le comprendre réellement. Et pour cela, il va falloir lui poser ces questions. D'où l'importance de creuser, de reformuler, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je ne me trompe pas, etc. et d'avancer petit à petit. Ensuite, vous voyez, j'ai stabilosé maintenant, parce que peut-être que vous allez avoir en face de vous des gens qui vont dire « Ouais, en fait, c'est pas un vrai sujet pour nous, ça sera peut-être un sujet dans 6 mois. » Ah d'accord, et pourquoi est-ce que vous souhaitez qu'on se parle aujourd'hui? Ah, parce qu'en fait, j'étais curieux d'en savoir plus. Ah ouais, mais du coup, peut-être que c'est plus pertinent qu'on se reparle dans 6 mois dans ce cas-là. Vous voyez, si il y a certaines questions aussi, ça va permettre de mettre des objections sur la table que vous risquez de récupérer plus tard au moment de conclure la vente. Et si vous si vous mettez la poussière sous le tapis, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous les ressortir par-dessus la figure. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à confronter un petit peu le prospect en face de vous, le mettre face à ses contradictions. Ensuite, au niveau de la phase de conscience de solutions possibles, une question que vous pouvez poser, c'est « Ok, avant aujourd'hui, est-ce que vous avez cherché des solutions pour résoudre tel problème ? Sinon, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire par le passé? Peut-être que le problème qu'ils ont et que la personne est en train de vous partager, peut-être qu'il n'est pas si important que ça. » Et à ce titre-là, parce que là on est dans un contexte d'audit gratuit qu'on est en train de vendre, hein, donc c'est un contexte précis, il y a d'autres possibilités évidemment de fonctionner, vous pouvez ne pas faire d'audit gratuit, mais la dernière chose qu'on veut, c'est de passer une demi-journée, voire une journée entière à analyser les problématiques métiers et techniques d'un client, alors que derrière, vous savez qu'il ne va pas acheter. Parce que ce n'est pas un problème. Parce que derrière, et on va le voir ensuite, mais l'idée, ça va être de mesurer l'impact que vous allez avoir chez le client pour ensuite définir un pricing. Je vais vous le présenter juste après, dans les modèles de facturation. Et si vous avez en face de vous un directeur commercial qui a un problème qui lui coûte 10 000 euros par an, et vous lui proposez une solution qui va lui coûter 20 000, vous pouvez être sûr qu'il ne va pas acheter. Pourquoi est-ce qu'il achèterait ça? À tous les coups, l'année prochaine, il n'aura plus le problème. En fait, il faudrait qu'il utilise toujours le même système sur plus de 2 ans pour que ce soit intéressant pour lui financièrement. Les entrepreneurs, en général, ils réfléchissent en matière de retour sur investissement. Donc, ils vont dire, OK, là, on a un problème qui coûte 1 million. Si tu le résous pour 100 000 à 200 000, là, c'est rentable pour moi, en tant qu'entrepreneur. Sur la première année, évidemment. Ça me coûte 1 million par an, en fait, ce problème.
Alors que si c'est un petit problème, pourquoi s'embêter à faire un audit et perdre du temps de votre côté en tant que freelance? C'est dommage, c'est dommage. Autant continuer à prospecter, aller chercher des clients plus intéressants et sont plus en besoin. Donc sinon, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Si oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Si la personne a cherché des solutions mais n'a pas travaillé avec eux, qu'est-ce que vous avez aimé dans leur approche? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans leur approche, dans leur solution? Très important pour intégrer en fait ce que eux ont aimé dans votre approche et ce qu'ils n'ont pas aimé dans ne pas dire que ça y est pas en fait dans l'approche, dans la vôtre. Très souvent, je vais vous partager quelques petites astuces aussi complémentaires puisque je mets en place ce genre de stratégie avec mes clients en ce moment, donc j'accompagne plusieurs clients sur ce genre de démarche. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent, quand vous avez un dirigeant en face de vous, il part dans tous les sens. Parce qu'un audit gratuit pour un dirigeant, c'est un peu comme, je sais pas moi, un cadeau de Noël, c'est une liste au Père Noël qu'il va faire. Et à ce titre-là, c'est à vous de le cadrer sur le problème le plus urgent, le plus douloureux pour lui. Le reste, vous oubliez, ça sera pour une possible prochaine prestation. Parce que si vous avez trop de sujets, vous avez 10 sujets, mais que vous vous rendez compte que 90% des sujets ne sont pas importants, mais vous allez passer peut-être, vous allez faire un audit d'une semaine chez le client, vous allez perdre du temps en fait. Et en fait, il va être tellement submergé par le champ des possibles et tout ce qu'il est possible de faire qu'il va prendre aucune décision, alors que là, on veut vraiment se concentrer sur un premier problème précis, le plus douloureux, le plus fort, on essaie de résoudre celui-là, et ensuite on voit pour le reste. De toute façon, si vous avez un pied dans la porte, et vous faites du bon boulot, le client, il n'ira pas voir ailleurs. Ensuite, une fois que vous avez récupéré ces informations-là et que ça fait sens pour vous aussi de passer du temps et de proposer cet audit gratuit, vous allez pouvoir pitcher un petit peu votre audit. Donc vous allez expliquer comment est-ce que vous allez procéder pour le réaliser, les accès dont vous avez besoin pour le réaliser, la durée de l'audit, rappeler que c'est gratuit et sans engagement, et ensuite vous allez lui demander. Parce que oui, c'est pas parce que c'est gratuit que tout le monde va acheter. Parce que c'est pas totalement gratuit. Si vous avez en face de vous un dirigeant qui a un problème qui coûte, je sais pas moi, 10 000 euros, mais que ce problème qui lui coûte à lui 10 000 euros, pour le résoudre, il va devoir y accorder, je sais pas moi, 3 jours. Peut-être qu'à l'échelle de cet entrepreneur, qui a une entreprise qui brasse des millions, ça vaut même pas 1 heure de son temps en fait. Je regardais une interview d'Elon Musk et il disait que s'il se focalisait, qu'il faisait du bon travail en 1 heure, sur une journée, mais ne serait-ce que sur 1 heure, ça pouvait impacter de 10 à 100 millions les bénéfices, ou en tout cas la valorisation de ces entreprises, parce qu'elles sont valorisées à des centaines de milliards. Donc, pour nous, ça peut nous paraître beaucoup, mais à l'échelle du dirigeant en face de nous, ça l'est peut-être pas. Et donc, si vous présumez qu'il va accepter parce que c'est gratuit, vous mettez le doigt dans l'œil. Donc, creusez. Est-ce que vous avez le sentiment que ça pourrait être intéressant pour votre entreprise de bénéficier d'un tel audit? Là, vous allez avoir 2 types de réponses. Oui, je pense qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que vous entendez dans ma voix? Du doute. Donc, vous devez creuser. J'ai l'impression que vous avez quelques doutes. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant pour moi sur le plan financier. Et là, vous creusez l'objection et vous essayez d'y répondre et d'apporter une solution, si tant est que vous en avez une. Ensuite, imaginons qu'ils vous disent, bien sûr, ce serait génial. Mais attendez, pourquoi est-ce que vous avez cette impression-là exactement? Comme ça, vous le poussez à se vendre à lui-même votre propre solution. Et enfin, votre propre solution, le fait de faire un audit. Il s'auto-convainc parce que les gens sont convaincus bien plus par leurs propres arguments que par les nôtres. Ensuite, est-ce que vous êtes opposé dans ce cas-là à ce qu'on planifie l'audit? Et là, si vous n'avez pas bien répondu aux objections, je peux dire que là, vous allez le voir bégayer et qu'il va vouloir y réfléchir tout à coup. Reprenez à minima rendez-vous pour la fin de l'audit afin de faire votre restitution. Et avant, si vous avez besoin de lui pour certains accès. Super important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez bloqué le créneau, etc. Toujours la question du referral, c'est une base en vente. C'est qui connaîtriez-vous aujourd'hui qui pourrait être intéressé par ce type de service? En général, 1 personne sur 3 vous recommande quelqu'un. En tout cas, c'est les stats que j'ai moi. Voici 2 modèles de facturation maintenant. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. J'invite à vraiment écouter parce que là, ça pourrait vraiment profondément impacter votre vie de freelance. Dans une prestation au forfait, déjà, on s'engage sur des livrables à un prix fixe. Donc, exemple, un ensemble de fonctionnalités sur une application, un site internet, une analyse stratégique, peu importe ce que vous proposez, mais c'est un livrable. Plus vous êtes rapide dans la réalisation de ce service, plus votre marge sera grande. Par contre, si vous dépassez vos estimations, votre rentabilité va en prendre un coup.
Donc on va voir deux solutions. La première solution, c'est la plus classique. La deuxième, c'est la plus avancée. Elle n'est pas toujours possible, mais elle est incroyablement rentable, si vous arrivez à la gérer. Et elle est rentable des deux côtés. Solution numéro 1. Vous allez prendre une marge d'erreur de 30 à 250%. Donc, en fonction du projet, du secteur d'activité, du temps que vous estimez que ça va prendre, soit vous avez le cas numéro 1, on va dire, vous êtes très sûr de vous, car vous avez déjà fait ce type de projet, vous avez déjà de bases de code, etc. Donc ça allait relativement vite, donc vous estimez le temps de travail à 20 jours avec un TJM à 500 euros par exemple, sauf que vous allez prendre 30% de marge de sécurité, donc vous allez annoncer 13 000 euros par exemple sur le devis. Donc ça c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de vous car il y a beaucoup d'inconnus. Vous estimez un temps de travail à 20 jours, mais fondamentalement, comme vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez prendre une grosse marge de sécurité. Donc là, vous allez annoncer 25 000 euros. Alors, limitez le nombre de retours. Engagez-vous sur des lots de 2 semaines maximum, sauf grosse marge, évidemment. Il y a toujours des exceptions. Cadrez la durée d'envoi d'une version du livrable et les retours. Je vous le dis parce que moi, j'en ai fait du forfait, et souvent, quand ils sont au forfait, ils vont mettre du temps à vous répondre parce qu'ils n'ont aucune obligation à vous répondre rapidement, surtout s'ils ne sont pas pressés. Et vous, ça vous verrouille parce que vous ne pouvez pas prendre d'autres clients en parallèle, donc c'est un peu embêtant. Ensuite, je vous invite à anticiper les changements d'avis sur le périmètre. En amont de la contractualisation ou juste après, vous allez dire, écoutez, il arrive parfois qu'il y ait des changements d'avis sur le périmètre du projet. Généralement, mes clients choisissent l'une de ces 3 options. 1, on fait un nouveau devis, sous-entendu frais additionnels. 2, remplacer une fonctionnalité par une autre équivalente en matière de temps de développement. Et 3, un passage à la facturation à l'heure ou à la journée. Qu'en pensez-vous? Et là, vous voyez comment il réagit, votre interlocuteur. D'ailleurs, j'ai oublié les double cotes. Hop. Ensuite, solution numéro 2. On va, lors du premier audit, estimer, et là on rentre vraiment dans le high level de la facturation, estimer le temps perdu par les opérateurs. C'est pas tout le temps possible, mais imaginons que, je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez en face de vous des commerciaux. Les commerciaux, ils doivent saisir 3 fois une information sur 3 logiciels différents, parce que ces logiciels-là ne sont pas interconnectés. Vous allez estimer le temps passé par un commercial de dupliquer ce texte 3 fois, sur les deux autres logiciels, en plus du premier. Imaginons que ça leur prenne, on va faire des estimations pour simplifier le calcul, 1 heure par jour. Donc il y a 1 heure par jour perdue par des commerciaux. Ok ? Sur ces 1 heure par jour, il faut se poser la question de, ok, par jour ça fait 1 heure, ça fait 5 jours travaillés par semaine, fois 4, fois 52 semaines travaillées. Alors en réalité on ne travaille pas 52 semaines, donc on va dire 5 fois 11 fois 4, allez, on va dire 220 heures travaillées, 220 heures perdues par an. Sauf que, imaginons que la personne en face de vous, elle a 50 commerciaux. Je dis ça au hasard, hein, on est à 11 000 heures perdues. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir dire lors de l'entretien. Vous allez dire, attendez, moi, si je comprends bien, vous estimez à peu près, hein, et ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier d'ailleurs durant l'audit, mais vous allez dire, écoutez, moi, ce que je comprends, vous êtes en train de me dire là que vous perdez 1 heure, vos commerciaux perdent 1 heure dans la saisie, c'est-à-dire 5 heures par semaine, c'est-à-dire 11, en fait, et vous avez 50 commerciaux, donc en fait, ça fait 11 000 heures perdues par an. Je ne me trompe pas. Déjà, vous l'aidez, le client aussi, à réaliser l'impact négatif que ça a sur son entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir dire, ok, quel est le coût horaire des opérateurs pour vous, en tant qu'employeur, en moyenne? Est-ce que c'est 10 euros? Est-ce que c'est 20 euros? Est-ce que c'est 50 euros? Et ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier aussi par la suite en regardant les prix du marché, ce qui est pratique. Donc, il y a le taux horaire brut, et ensuite, il y a le coût total employeur. Donc, imaginons que ça coûte 50 euros. Le coût total horaire employeur. Donc là, on est à 1,5 million à 550 000 euros de perdus par an. Donc ça, c'est si on résout le problème, il va y avoir 5 500 euros de plus, théoriquement, de bénéfices pour le client. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer une facturation à 10 à 20% des bénéfices réalisés par l'entreprise sur la première année. En contrepartie, vous allez travailler jusqu'à ce que le problème soit résolu. Donc, si je reprends mon petit calcul, imaginons que ce soit 20%, soyons ambitieux un petit peu, ça fait 110 000 euros.
Donc vous allez dire au client, voilà, moi je vous propose de résoudre ce problème, je vous garantis que je vais le résoudre, je travaillerai jusqu'à sa résolution. En contrepartie, je demande 20% des gains gagnés, c'est-à-dire 110 000 euros. Et je travaille jusqu'à ce que ce soit résolu. Et je vous le garantis. Et je vous le garantis peut-être pendant 1 an, et ensuite je vous propose de la maintenance. Je ne sais pas, c'est une proposition. Tu vois. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc, derrière, si ça vous prend un jour, alors je ne dis pas que ça sera le cas tout le temps, mais évidemment que non, ben, vous avez facturé 110 000 euros la journée, si ça vous prend plutôt, imaginons 2 mois, imaginons que vous l'estimez en réalité à 2 mois de travail. Okay, donc ça vous fait 110 000 divisé par 2. En réalité, vous allez commencer la mission, vous allez découvrir plein de problèmes, et ces 2 mois de travail, en fait, ils se transforment en 4 mois de travail. D'accord? Ben, là, ce qui est souvent le cas, malheureusement, des forfaits, là, même à 4 mois de travail, vous êtes à 27 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Et vous voyez, c'est ça l'avantage de cette approche-là, lorsqu'on résout des problèmes compliqués pour des entreprises qui font pas mal de bénéfices, et qui, du coup, on va avoir beaucoup d'impact sur l'entreprise sur le plan financier, et qu'on est capable de le mesurer, ce n'est pas tout le temps le cas, malheureusement, eh ben, on peut récupérer de jolies sommes. Tout en prenant une grosse marge de sécurité, ce qui fait qu'on n'est pas la corde au cou dès que le client nous fait un retour. On peut être beaucoup plus souple sur ces sujets-là et continuer d'avancer sur le projet jusqu'à ce qu'on résout le problème, parce qu'on est beaucoup plus rentable. Ce qui fait que la relation client se passe bien mieux. Et en plus, vous lui garantissez un résultat. Donc forcément, lui, c'est ce qu'il recherche. Un client, fondamentalement, il ne cherche pas un logiciel, il cherche une transformation. Si vous voulez mon aide personnelle pour mettre en place ce type de processus, cliquez sur le lien en description, réservez un rendez-vous pour en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner. Voilà, on a accompagné plus de 300 personnes, on a un organisme de formation qui est certifié Calliope dans la catégorie action de formation, on est sur le CPF, etc. Et si ça vous intéresse d'avoir ce document, bah, tout simplement ajoutez-moi sur LinkedIn, je serai ravi de vous l'envoyer. Envoyez-moi guide du forfait par message. N'hésitez pas à m'ajouter une petite note dans la demande d'invitation, comme ça je saurai pourquoi vous venez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, parce que c'est rare que je fasse ce type de vidéo relativement dense et relativement longue. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, j'en referai d'autres. À bientôt.